Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le programme du forum de ce jour. Les premières interventions ont déjà bien, planté le décor. On a parlé d'agilité, on a parlé de capacité d'innovation, on a parlé de connexion université et entreprise, on a parlé d'enjeux importants. Donc ces thèmes-là vont être repris en détail dans les présentations de ce jour. Et comme le disait Luc, nous sommes face à une profonde mutation. C'est un thème important. Et donc, pour vous aider, vous, en tant qu'acteur du changement, actuel et futur, on a pensé au programme de façon à l'organiser et vous donner un certain nombre de regards croisés sur l'innovation. L'innovation couvre beaucoup de domaines. Et le programme qui a été construit avec l'équipe devrait vous permettre de capturer des éléments qui vous aident dans votre réflexion vis-à-vis de cette innovation. Donc la journée va se passer en 3 temps. Premier temps, c'est une première session qui va être animée par Pierre Savard et qui va nous parler des défis de l'industrie de santé et de l'innovation. Donc on va avoir un certain nombre de messages, d'échanges, d'expériences. Le deuxième temps va être organisé autour de 3 thèmes. Ces 3 thèmes seront traités de la façon suivante. Vous aurez un animateur, 2 intervenants, et on a choisi un intervenant de l'industrie de santé ou pharmaceutique et un intervenant d'une autre industrie, de façon à avoir ce regard croisé sur l'innovation, surtout ce partage d'expérience, ce partage de leçons apprises et vous donner ces éléments qui pourraient peut-être vous faire réfléchir à « tiens, ça peut peut-être m'intéresser ». Ces 3 sessions sont relativement simples. La première parlera de innovation et processus de recherche et développement. Le second thème sera innovation et technologie et innovation industrielle. Et le troisième thème important, c'est l'innovation managériale et formation. Ces 3 thèmes-là seront connectés ensemble. À l'issue de ces 3 thèmes, nous passerons au troisième temps, le troisième temps qui sera effectivement une réflexion autour de éthique, donc tout ce qui est autour des données, de l'acceptation, une vraie table ronde qui sera en présence de 5 personnes et qui permettra justement d'aborder tous ces sujets-là. Et on finira, je reviendrai pour conclure avec vous sur cette belle journée et toutes les interactions qu'on aura pu avoir. En parallèle de ces présentations, de ces communications, on a effectivement 8 stands à votre disposition. Donc vous allez avoir des moments, des pauses, la pause repas, pour pouvoir interagir avec ces 8 stands. Donc, je vais vous les présenter. Le premier était déjà très bien présenté. Donc on parle effectivement d'usine du futur, mais il y a 7 autres stands que je vous invite à les rencontrer. Le suivant, c'est In-Situ Environnement. C'est donc un bureau d'études d'expertise spécialisé dans les salles propres, spécialisé dans les environnements contrôlés et les problématiques de contamination. Donc en allant les rencontrer, vous verrez aussi leur capacité en termes d'audit, de bonnes pratiques de fabrication. On est quand même de bonnes pratiques, je vais vous le faire en français, de fabrication, on est quand même dans l'industrie pharmaceutique. Vous avez une 3e société, Singva, qui est une start-up qui est vraiment sur le côté machine connectée, on est vraiment sur la réalité augmentée. Donc il propose une solution de réalité augmentée pour l'industrie 4.0. On parle d'usine 4.0, industrie 4.0. Notre société Unitaire Développement Bordeaux, qui est un centre de recherche et de développement du groupe Unitaire, qui apporte toute son expertise technique et scientifique à ses clients au niveau des formulations galéniques, par exemple, développement et validation de méthodes analytiques, donc aussi l'occasion d'échanger avec cette société-là. Nous avons Récipharm, dont l'activité économique est le développement, l'industrialisation et la production de produits pharmaceutiques à usage humain. Donc vous aurez l'occasion de voir leur offre. Et puis nous avons 3 sociétés présentes aussi. Roche, entreprise internationale qui est à l'avant-garde de la recherche du développement de produits pharmaceutiques et diagnostiques. Donc vous aurez la possibilité de voir toute leur activité. Nous avons Sanofi qui aujourd'hui a vraiment focalisé sur la réalité augmentée avec une solution qui a été développée avec leur centre de distribution de Saint-Loubet en 2017. Il s'agit d'une application appliquée à la maintenance utilisant les techniques de réalité augmentée. Et la dernière société, vous avez BMS Subsa, qui vous présentera un stand autour de l'innovation, l'imprimante 3D, réalité augmentée, innovation collaborative. Donc n'hésitez pas à les rencontrer, n'hésitez pas à les questionner. C'était vraiment un beau panel d'innovateurs et d'innovation. Et ça vous donnera une bonne perspective sur ce que peut être l'innovation dans notre milieu.
En résumé, on a une très belle journée devant nous. J'espère qu'elle sera une très bonne journée pour vous. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Pierre Savard pour qu'il puisse nous parler justement des enjeux par rapport à l'innovation dans notre milieu de la santé. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui pour cet important séminaire. Et je voudrais tout d'abord remercier le GIPSO et plus particulièrement son président, Luc Grédin, et Imen Bamko, sa directrice générale, pour avoir convié le LEM donc à participer à ces travaux. Pour ma part, c'est un réel plaisir de retrouver la Terre Aquitaine après 40 ans, puisque j'y ai fait mes études de pharmacie, j'y ai fait l'Institut de pharmacie industrielle, et puis ensuite j'ai passé 40 ans dans l'industrie pharmaceutique et plus récemment au LEM, dans des fonctions internationales. Donc depuis 40 ans, l'innovation, eh bien, elle a bien évolué. Même si on a eu, durant ces 40 ans, des innovations majeures dans le cancer, dans l'anesthésie, dans le traitement des maladies génétiques, par rapport à ce qui va se produire dans les années à venir, eh bien, je pense qu'on a fait très peu de chemin. Et cette innovation s'accélère, elle est très enthousiasmante, elle devient plus complexe, mais porteuse de très nombreux progrès thérapeutiques. Alors si on regarde, je dirais, le nombre d'innovations de rupture qui apportent véritablement des solutions très innovantes aux maladies. Si on regarde ce qui s'est fait sur les thérapies géniques, les maladies génétiques, on s'aperçoit qu'en moyenne, on avait 15 à 20 innovations chaque année qui apportaient en effet des traitements innovants. Eh bien, on va passer à un rythme de 40 à 50 innovations par an. Donc, il s'agit de progrès spectaculaires qui vont vraiment apporter des solutions thérapeutiques. Alors, le domaine de l'oncologie est celui qui va profiter le plus de ces avancées thérapeutiques et on a fait des progrès, et on va encore faire des progrès considérables dans des maladies comme les leucémies, le cancer du poumon, les lymphomes, les myéliomes multiples qui n'avaient pas vraiment toujours de solution thérapeutique, le cancer colorectal. Et donc, c'est une foultitude de nouveaux traitements qui vont apporter des solutions thérapeutiques, en particulier dans l'oncologie. Alors, une fois qu'on a trouvé ces innovations, il faut bien sûr les mettre sur le marché. Et on s'aperçoit que si on considère le nombre d'autorisations de mise sur le marché qui ont été faites dans les différents pays, on s'aperçoit que c'est les États-Unis qui en ont bénéficié le plus, qu'en Europe, la France est un peu en retard. Et si on regarde la Chine, on fera un focus Chine à la fin de cette intervention. On voit qu'en Chine, malheureusement, sur la période 2012-2007, la Chine n'accueille que 7 innovations thérapeutiques. Et il y a des raisons à cela, et nous verrons comment la Chine a reconsidéré complètement son système d'accès aux médicaments innovants. Mais c'est vrai que si on regarde la France, il y a un retard européen, et nous allons voir comment ce retard s'explique. Alors, premièrement, il faut savoir que dans les sociétés innovantes dans le domaine des biotechnologies, nous avons essentiellement des sociétés américaines, suisses, un peu anglo-saxonnes, avec quelques anglais, mais si on regarde les médicaments les plus vendus dans le monde dans le domaine des médicaments biologiques, on va retrouver essentiellement des sociétés américaines. Alors, on va voir ensuite que le marché américain, aujourd'hui, c'est 45% du marché mondial. Et donc, ça veut dire que pour l'innovateur, on ne peut pas ignorer le marché américain, puisque c'est là où l'accès est le plus rapide, les prix sont les plus élevés, et la diffusion est aussi très facile. Et donc,
si on regarde donc l'évolution du marché mondial, alors la première chose qu'il faut dire, c'est que ce marché, il va évoluer de manière assez intéressante. On voit à 3 à 6% d'évolution par an, avec les États-Unis qui vont continuer à progresser, la Chine qui, elle, va aussi, je dirais, se développer, et la France, on va voir pourquoi, rester un peu en recul de toutes ces évolutions. Et ça, c'est quand même un vrai problème, puisque on voit qu'il y a là un marché économique très important, et que, quelque part, on va prendre du retard en termes de part de marché. La France, aujourd'hui, ne représente que 3,5% du marché mondial du médicament. Donc, il est important que nous puissions tout faire pour être des acteurs majeurs de ce marché. Alors, à côté, je dirais, de ces évolutions qui, à la fois, apportent des solutions thérapeutiques et doivent apporter du développement économique, il y a bien sûr l'enjeu du financement. Alors ça, ce sont des éléments que vous connaissez et que vous voyez régulièrement. En moyenne, il faut 11 années pour développer un médicament. Ça coûte à peu près 900 millions d'euros à chaque mise sur le marché de produit. Mais ce tableau ne tient pas compte de tous les échecs, évidemment, qu'il faut financer. C'est-à-dire 900 millions, c'est quand on a réussi, mais il y a beaucoup de médicaments qui vont s'arrêter en phase 1, en phase 2, en phase 3. Et si on prend le cas, par exemple, des maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer, eh bien, les labos ont investi des milliards d'euros sans avoir un seul retour sur l'investissement. Et donc, c'est vrai qu'il faut avoir la capacité de financer ces échecs, et c'est parfois une des explications au prix des nouvelles entités thérapeutiques. Et on est souvent décrié sur les prix ou les profits, mais il faut avoir la capacité dans un laboratoire de gérer l'échec. Et c'est vrai, moi j'ai eu l'occasion de travailler dans une grande entreprise internationale où on a dépensé 11 milliards d'euros avant de trouver une solution thérapeutique innovante. Donc il a fallu financer ces 11 milliards à coût de restructuration, de vente d'actifs, etc. Et donc il faut bien prendre cela en considération. Les risques financiers sont élevés et je dirais il faut que les entreprises aient suffisamment de capacité financière pour pouvoir innover en tenant compte des échecs qu'elles rencontrent. De plus, comme je le disais, aujourd'hui, la mise au point de médicaments est de plus en plus complexe. Alors, bien sûr, il y a des technologies qui assistent les chercheurs dans leur travail, mais je dirais, là, on commence à être très près du logiciel qui fait fonctionner l'organisme humain. Et donc, ce sont des recherches coûteuses, complexes, pour lesquelles on demande de nombreuses garanties, de nombreuses études cliniques. Nous attaquons à des maladies chroniques pour lesquelles il est parfois difficile de montrer à long terme le côté bénéfice-risque. Et donc, ces études sont aussi de plus en plus complexes et coûteuses, et donc il faut pouvoir les financer. Mais l'industrie est prête à relever le défi. Donc vous voyez que sur la période 2006-2015, en 10 ans, l'industrie pharmaceutique a investi 1000 milliards en recherche. 1000 milliards. Et que dans les 5 ans à venir, eh bien, on va investir 900 milliards. Donc, je dirais, nous croyons à l'intérêt de ces investissements et nous allons les poursuivre et les amplifier. Et je pense que c'est une chance pour les étudiants qui nous écoutent dans cette salle. Ça veut dire que c'est une industrie qui est porteuse, qui investit, qui va recruter, et donc c'est une industrie qui est en ligne très attractive pour des étudiants dans les domaines de la santé. Alors, on a vu et entendu ce matin que c'est vrai que cette recherche devient de plus en plus plurielle. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons de nombreuses pistes de recherche, qu'il s'agisse des thérapies géniques, des thérapies cellulaires, des modifications de l'ARN, des nanotechnologies. Et donc, pour un grand laboratoire, quelles sont les pistes à privilégier? C'est-à-dire comment, je dirais, essayer d'abandonner aucune piste, comment essayer de diversifier le risque
Et pour ce faire, eh bien, les laboratoires sous-traitent de plus en plus leur développement en matière de recherche et d'innovation. Et donc, il y a aujourd'hui une multitude de start-up qui se sont développées pour aider les grands groupes à développer des programmes de recherche bien ciblés. Et ça, c'est une chance, peut-être pour la France et pour ces start-up, parce qu'on a beaucoup de génie créatif. Et donc, je pense que si on trouve de bons partenariats avec des grands groupes qui, ensuite, vont aider ces entreprises à faire du développement micro-réglementaire, à commercialiser le produit, eh bien, je pense que si on développe ces partenariats, eh bien, c'est une chance pour notre tissu économique, je dirais, de start-up. Ensuite, une fois qu'on a, je dirais, financé ces innovations, que l'on a les a mises sur le marché, la grande question, c'est comment peuvent-elles bénéficier au plus grand nombre? Et comme on l'a évoqué ce matin, il y a une dizaine d'années, on avait des blockbusters qui soignaient des centaines de millions de patients dans le monde, qui généraient en effet un chiffre d'affaires important. Bien sûr, il y a eu l'arrivée des génériques qui est devenu de plus en plus brutal, qui a un peu boosté les labos à être plus innovants. Mais finalement, je dirais, le problème de l'accessibilité, puisque ces coûts étaient partagés par un très grand nombre, n'était pas une véritable problématique. Comme on l'a évoqué ce matin, dans des thérapies beaucoup plus ciblées, donc un retour sur investissement moins important, et donc comment peut-on faire pour faire en sorte que notre système de sécurité sociale puisse encore financer ces innovations? Comment, je dirais, peut-on donner un prix à un médicament qui va traiter, par exemple, et guérir l'hépatite C, et qui, quand tous les patients seront traités, n'aura plus lieu d'être? Comment, je dirais, financer un médicament qui va chroniciser une pathologie qui devait être fatale à un patient? C'est tout un tas de questions qui interpellent et qui demandent une grande interface entre l'industrie pharmaceutique et toutes les autorités en charge de la sécurité sociale et du financement du médicament. Alors, je dirais, quand on regarde ce qui se passe actuellement aux États-Unis, le défi, il va être encore plus grand, puisque aujourd'hui, nous avons des traitements qui coûtent en moyenne, les traitements innovants, $50 000 par an, et ceux qui s'en lancent, ça sera $150 000 par an. Donc, comment faire pour financer ce type de traitement qui sauve des vies humaines? Là, on parle du mélanome, par exemple. Comment faire? Et si on regarde ce qui se passe et ce qui va se passer en Europe, pour les 5 années à venir, eh bien, il va falloir globalement trouver 70 milliards d'euros supplémentaires pour financer l'introduction de ces médicaments. Alors, une des solutions, c'est certainement d'organiser mieux les soins. On en a parlé ce matin. Dans le passé, nous avons eu déjà des innovations de rupture qui ont permis de changer l'organisation des soins. Si on regarde par exemple ce qui s'est passé en anesthésie, j'ai eu la chance de travailler chez AstraZeneca, le leader mondial de l'anesthésie. Nous avions mis au point un médicament qui, une fois injecté au patient, en quelques minutes lui permettait d'avoir une bonne anesthésie, et puis 10 minutes après l'injection, de retrouver tous ses sens et de pouvoir rentrer chez lui. Et donc cette innovation a permis véritablement de reconsidérer la prise en charge d'un certain nombre d'opérations qui étaient normalement faites à l'hôpital avec un séjour à l'hôpital plus ou moins prolongé, qui a permis ensuite aux patients de rentrer chez eux dans la journée. C'est vrai pour la gastro-entérologie où, grâce à l'arrivée des inhibiteurs de la pompe à protons, on a arrêté la chirurgie d'ulcère duodénal. Donc, je pense que ces médicaments innovants doivent amener à une reconsidération des parcours de soins, de l'optimisation de la gestion des lits d'hôpitaux. Par exemple, en Allemagne,
grâce à l'arrivée de nouveaux médicaments anti-inflammatoires, eh bien, ils ont fermé les 3/4 des lits de rhumatologie. Donc, on introduit une innovation thérapeutique qui permet d'apporter un bénéfice très important aux patients, et parallèlement, on fait des économies dans la structure. Ensuite, il y a, je dirais, tout ce que va nous apporter, je dirais, la e-santé, qui permet une véritable optimisation de la mise en place des traitements, que ce soit dans le diabète, on a maintenant des logiciels qui permettent de mieux suivre les patients, beaucoup de dispositifs médicaux qui peuvent interfacer avec le corps médical et qui permettent là aussi une meilleure prise en charge des patients. Et donc il faut considérer que une innovation apporte certes un mieux-être sur le plan de la santé, mais doit également concourir à une meilleure organisation des soins et donc générer des économies qui vont pouvoir permettre l'introduction de nouvelles thérapeutiques. Donc ça, je viens de l'évoquer. Je dirais que sur les traitements ambulatoires, il y a beaucoup de progrès à faire, en particulier en cancérologie, où aujourd'hui la plupart des patients eh bien, peuvent recevoir leur traitement à l'hôpital et rentrer chez eux, ou recevoir leur traitement à domicile. Et là, il y a une forte probabilité que nous optimisions les parcours de soins, donc générer des économies qui vont pouvoir permettre d'accueillir ces innovations thérapeutiques. Alors, sur le plan de la réglementation, c'est vrai que notre secteur doit être réglementé. On l'a évoqué ce matin, le secteur a besoin de réglementation, mais comme disent certains, quand il y a une innovation, aux États-Unis on en fait un business, en Chine on en fait une copie, et nous on en fait un règlement. Et donc, si vous voulez, il est important que dans ce domaine, nous soyons aussi innovants en termes de réglementation. Il ne peut pas y avoir d'innovation thérapeutique sans un règlement qui convient, qui peut même précéder cette innovation. Il faut ensuite que ce règlement soit mis rapidement en place pour que les innovateurs en profitent, que d'autre part, ce règlement soit le plus international possible. Parce que dans un monde où il est important de partager les mêmes normes, il est certain que si la France peut promouvoir ces normes, ou l'Europe peut promouvoir ces normes, eh bien c'est plus facile ensuite aux innovateurs d'aller à la conquête des marchés extérieurs si véritablement on partage, je dirais, la même vision de la qualité des produits. Et donc c'est un sujet qui est vraiment très important, qui nous tient beaucoup à cœur au LEM, mais malheureusement, on n'est pas les meilleurs en Europe. Et si on regarde par exemple le délai d'accès au marché de produits innovants, vous voyez qu'on est à la 18e place. Et que ça, évidemment, ça pénalise à la fois les patients, il y a quand même un petit problème d'éthique, et puis notre industrie, puisque on est à la traîne de tout ce qui se fait dans les pays européens. Alors si on regarde ce qui se passe en oncologie, vous avez vu que c'était le secteur en plus le plus porteur en termes d'innovation, là où les patients ont le plus d'attentes, eh bien on est à 632 jours. Donc là, on n'est pas très bon, le problème c'est que cela, à côté d'autres facteurs, a un impact sur notre place en tant que producteur européen. Alors, on avait déjà le sujet du retard dans la mise en place des études cliniques. Nous avons un système de bioproduction qui est un peu inférieur à celui de nos voisins. Si on a des délais administratifs pour les mises sur le marché qui sont excessifs, ça ne concourt pas à notre attractivité. Et dernier point, c'est que si on compare, on parlait du coût des médicaments, si on compare le chiffre d'affaires de notre industrie en France, entre 2009 et je dirais 2017, on retrouve le même chiffre d'affaires. Alors, facialement, il est un peu plus important, mais il faut savoir que dans notre industrie, nous avons à reverser chaque année
je dirais, un excédent par rapport aux prévisions de dépenses de la sécurité sociale. En gros, si on a dit l'industrie pharmaceutique doit faire 25 milliards, si elle fait 26 milliards, elle a reversé sur le milliard qui reste 70% de l'excédent. Ça, il n'y a pas beaucoup de secteurs où on voit ça. Donc ce qui fait que notre chiffre d'affaires, il est flat. Et donc ça, en termes d'attractivité, pour, je dirais, des multinationales qui veulent investir dans un territoire, elles regardent bien sûr l'attractivité du marché en termes de chiffre d'affaires. Et donc quand le secteur est flat, eh bien, ils vont plutôt regarder l'Allemagne, où ça progresse, l'Italie, où ça progresse, l'Espagne, où ça progresse, et on est un peu à côté de la... Alors, on évoquait ce qui fait d'ailleurs que sur les 91 médicaments innovants qui ont été mis sur le marché en 2017, eh bien, il n'y en a que 6 qui seront fabriqués en France. Et donc là, souci d'attractivité. Alors, nos autorités en ont bien conscience, et donc, il y a ce comité stratégique des industries de santé qui, je dirais, sous l'égide de notre Premier ministre, et le LEM et ses partenaires ont fait beaucoup de propositions pour améliorer cette attractivité. Nous espérons, d'après le message qu'on a reçu, que nous avons été entendus et que nous allons progresser sur ces sujets. Alors, enfin, sur l'innovation, je dirais que sur l'innovation, il faut des innovateurs. Et ces innovateurs, c'est des cerveaux humains, c'est des cerveaux d'intelligence artificielle. Et il faut donc, et on l'a rappelé ce matin, je crois que les relations entre le LEM, l'Université de Bordeaux et le GIPSO sont tout à fait exemplaires dans ce domaine, c'est être en permanence, être à l'écoute des métiers de demain, des inventions de demain, de voir quelle peut être la compétitivité de la France vis-à-vis de ces sujets et faire en sorte que les étudiants soient dans les bonnes filières, qui reçoivent les bonnes formations et des formations qui seront demain de plus en plus transversales. C'est-à-dire que nous aurons des médicaments, du dispositif médical, de l'informatique, de la physique. Et je pense qu'il est important que nos étudiants puissent intégrer tous les paramètres de l'innovation, que ne soient pas oubliés les autorités réglementaires, parce qu'il faut absolument que nos autorités réglementaires bien bénéficient également des informations pour, là aussi, anticiper les réglementations de demain et pouvoir les mettre en place rapidement. Et bien sûr aussi savoir élaguer les formations qui ne sont plus d'actualité. Et comme je le disais, c'est vrai que cette innovation est de plus en plus multimodale. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de mariage entre les dispositifs médicaux et les médicaments. Je parlais tout à l'heure des logiciels qui permettent aux patients de savoir quelle est la dose d'insuline qu'il doit avoir, le pancréas artificiel. Enfin, il y a beaucoup de domaines où il y a une convergence des mondes de l'électronique, de l'informatique, de la big data, et il faut donc que nos étudiants, demain, aient des formations très transversales pour avoir une vision assez globale de la prise en charge de la pathologie. Alors, avant de conclure, je voudrais faire un petit focus sur la Chine. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. C'est une population qui vieillit. C'est aujourd'hui 100 millions de diabétiques diagnostiqués, demain peut-être 200 millions. C'est 300 millions de fumeurs, 1,5 million de morts de cancer des poumons chaque année. Et la Chine avait pris beaucoup de retard dans le domaine de l'innovation. Et donc il a été décidé de faire plusieurs choses. Un, de développer une couverture sociale. 900 millions de Chinois aujourd'hui une couverture maladie à minimum. Deuxièmement, vous avez vu tout le retard qui avait été pris sur la mise en place de médicaments innovants. Fin 2017, ils ont décidé que tous les médicaments de cancéro innovants, qui avaient déjà un agrément au niveau de la FDA et un agrément au niveau de l'EMA, auraient un processus de fast track et donc pourraient arriver très rapidement sur le marché. Ensuite, ils ont bien sûr, en termes d'accessibilité, négocié les prix avec les laboratoires, qui ont fait un effort au regard du potentiel du marché. Ensuite, en termes de, je dirais, de réglementation, ils ont
reconstruit complètement leur agence des médicaments. Ils ont recruté plus de 1000 collaborateurs pour accélérer le processus de homologation. Ils ont décidé d'adopter les normes IGH, qui sont les normes mondiales en termes de qualité. En termes d'investissement, dans leur plan 5 ans, ils ont décidé d'investir au niveau de l'État 270 milliards de dollars. 270 milliards de dollars. Sur le plan de l'investissement privé, j'ai eu la chance de participer au séminaire de biotech chinoise. Il y a 2 ans, était là le président de JP Morgan, la première banque d'investissement au niveau mondial. Ils ont, à la fin de l'année dernière, récupéré au total 50 milliards de dollars dans le secteur privé, en faisant venir aussi beaucoup de fonds asiatiques. Enfin, sur le plan des talents, la Chine a décidé d'attirer tous les scientifiques qui étaient partis à l'étranger. Ils en ont récupéré 2 millions, dont 300 000 dans le secteur de la santé. Ils ont fait tout un programme d'attractivité qui s'appelle Sourcing Talent et qui a pour but de leur offrir des logements, du travail. Et quand on voit le CV aujourd'hui des patrons de boîtes de biotech chinoises, ils ont tous fait leur cursus aux États-Unis, en Angleterre, et donc ce sont des gens qui aujourd'hui ont une vraie culture internationale. Et enfin, au niveau des biotech, on s'aperçoit qu'ils ont une multitude de partenariats industriels avec tous les leaders mondiaux de la biotech. Et enfin, dernier point, qui est assez impressionnant aussi, c'est qu'aujourd'hui, ils construisent des conglomérats de la santé. Donc, j'y étais encore il y a 1 mois, j'ai rencontré des patrons de conglomérats qui avaient usine de biotech, usine de médicaments, une chaîne de 5000 pharmacies, 50 maisons de retraite, commençaient à développer les EHPAD. Ils avaient une société de matériel médical et ils développaient une assurance santé privée. Et donc, on ne peut pas imaginer que cette transversalité ne va pas générer de l'efficience et justement la mise en place de solutions transversales dans le domaine de la santé. Donc, je pense que quand on voit en plus la rapidité de la mise en place de tout cela, 2017, je dirais, c'est un peu le début de cette révolution, je pense que c'est assez inspirant sur ce qu'il faudrait peut-être faire pour accélérer nos process. Alors, peut-être, dernier point, une fois que, je regarde l'heure, mais une fois qu'on a développer ces innovations, il faut pouvoir les exporter. Et il faut aussi trouver des partenaires. On en parlait tout à l'heure, je pense qu'il est important que nos entreprises, nos startups trouvent des partenaires susceptibles de les aider dans leur développement et dans la commercialisation. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on ne peut pas développer une innovation sans penser au marché international. 45% des États-Unis, demain la Chine, qui va devenir le 2e marché mondial des médicaments, avec certainement une concurrence forte, puisqu'ils sont en plein développement. Je rappelle que la Chine a pour objectif de placer une de ses biotech dans le top 10 mondial et de concurrencer les États-Unis, y compris sur leur marché. Donc, ça ne va pas être facile. Mais à côté de ça, c'est aussi des opportunités pour nos entreprises, peut-être de nouer des partenariats. Et donc, pour aider les entreprises à se connaître, à collaborer, comme vous le faites ici au sein de votre cluster, il a été décidé au sein du ministère des Affaires étrangères d'abord de créer une marque ombrelle, French Healthcare, pour promouvoir la marque France. Et ensuite, il a fallu donc monter une organisation pour, je dirais, essayer de faire adhérer toutes les entreprises intéressées. Et donc, nous avons créé cette association il y a à peu près 1 an et demi. Il faut savoir que dans d'autres pays européens, ce type d'association existait. Les Allemands ont le même type d'association, les Anglais ont le même type d'association, les Danois ont le même type d'association. Et il est donc important, quand on arrive
arrive sur un marché, de rester groupé, de voir comment on peut parfois, face à la demande, moi j'ai eu l'occasion de conduire la mission MEDEF internationale en Iran après la levée de l'embargo. Nous étions face à la délégation en Inde qui comptait 60 membres, conduite par, je dirais, la responsable du secrétariat du commerce extérieur allemand. Nous étions 30, alors qu'il y avait devant nous un marché de 50 000 lits d'hôpitaux à construire. Et donc on a vu qu'ils étaient bien structurés, nous on était plein de bonne volonté, mais qu'il manquait quelques éléments d'organisation. Et donc, nous avions déjà fait d'ailleurs un petit pas dans ce sens, parce que nous avons créé aussi des clubs santé dans les principaux pays qui regroupent les acteurs français de la santé. Donc, vous allez retrouver des laboratoires pharmaceutiques, des gens qui sont dans la diagnostic, des gens qui sont dans le transport médical, dans un certain nombre de pays, au sein des bureaux Business France, en Algérie, au Vietnam, au Brésil, en Russie, en Chine. Et donc, comment faire en sorte que nos entreprises se connaissent mieux, communiquent mieux, travaillent mieux ensemble. Alors aujourd'hui, on a 90 adhérents. Nous avons beaucoup de secteurs qui ne se connaissaient pas, qui travaillent ensemble. On s'est aperçu que, par exemple, dans les hôpitaux, on avait des superbes architectes spécialisés dans les hôpitaux. Nous avions un constructeur à Bouygues qui savait bien les faire, des sociétés d'engineering qui allaient équiper l'hôpital de A à Z, former le personnel. Nous avons des gens qui font de la conciergerie médicale, qui font de l'hospitalisation de patients étrangers. Donc nous avons plein de savoir-faire qu'il faut mettre ensemble. Nous avons créé un certain nombre de groupes de travail, justement, pour essayer d'avoir toujours des visions transversales de sujets. Par exemple, dans le diabète, nous avons des sociétés, encore une fois, qui font du diagnostic, nous avons des sociétés qui font des logiciels de traitement, nous avons des sociétés qui font des médicaments. Comment les mettre ensemble pour travailler. Je prends encore le cas de l'accueil de patientèle étrangère qui peut représenter un bon potentiel pour la France. Eh bien, nous avons mis ensemble la direction médicale d'Air France, l'hôpital américain et l'hôpital Saint-Joseph, l'hôpital Foch qui accueillent beaucoup de patients étrangers, des sociétés qui sont spécialisées dans l'accueil de patients étrangers pour les mettre ensemble et voir comment on peut accroître notre offre. Une autre petite anecdote, par exemple le groupe Sanofi est très impliqué dans la gestion du diabète. Le problème du diabète, c'est que dans beaucoup de pays émergents, le diagnostic est insuffisant. Donc ils sont associés à une société qui est membre de Francesca pour développer des camions de dépistage. Et donc on a une rencontre un peu anecdotique entre un marchand de remorques médicalisés et une grande entreprise pharmaceutique. Et donc je pense que le réseau, je dirais la mixité de toutes les innovations, eh bien c'est quelque chose de très important pour, je dirais, développer à la fois des compétences qui apportent vraiment une réponse adaptée aux patients et qui peuvent aider nos entreprises à se développer. Voilà. Donc, j'en arrive au terme de mon exposé. Je voulais encore remercier, je dirais, le GIFCO de nous avoir invités. Sachez que le LEM sera toujours à côté de vous pour vous aider à développer vos entreprises, à travailler avec vous sur le développement de programmes d'information. Et je vous souhaite encore plein de succès pour vos entreprises dans cette belle Aquitaine. Je vous remercie.